Donc Yves Poilane, qui est donc voilà. Directeur de Télécom ParisTech, vice-président de l'association Pascaline. Alors j'ai appris que Télécom ParisTech, c'est une école qui datait de 1878. Oui, alors non seulement c'est une ancienne école, grande école d'ingénieurs. Hein, donc peut-être ça va bien sûr intéresser. Et vous parlez de la révolution numérique. Comment transforme-t-elle la société? Quelles opportunités d'emploi génère-t-elle pour les diplômés du supérieur? Alors, allez-y, monsieur Poilane. Merci. Oui, bonjour à tous. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc Yves Poilane, directeur de Télécom ParisTech. Je suis en plus directeur d'une école d'ingénieurs qui est voisine, puisqu'elle est rue Barrault, métro Corvisart. Vous voyez, donc il faut une petite dizaine de minutes. Donc d'ailleurs, si la direction du lycée souhaite venir visiter l'école, c'est possible. Hein, on reçoit régulièrement des étudiants de lycées d'Île-de-France pour leur faire visiter l'école et ce qu'on y fait. Alors, je voudrais rebondir sur une question que vous avez posée tout à l'heure à la demoiselle de Blablacar. Comment on est sûr que Blablacar continuera à exister? On est sûr de rien, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous. C'est vos compétences, c'est votre métier. Donc, on est dans un monde où, de toute façon, vous ne ferez pas carrière dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Vos grands-parents ont pu faire carrière dans une entreprise. Vos parents, déjà, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont des parents qui ont déjà changé plusieurs fois d'entreprise, et ça ne va pas s'arranger. Donc ce qui est important, mais ça tombe bien parce qu'on est là pour ça aujourd'hui, c'est de parler de vous, de vos compétences, de celles que vous allez acquérir, que vous acquérez dans la formation secondaire, que celles que vous acquérerez dans le supérieur, et puis les compétences que vous continuerez à acquérir tout au long de votre carrière, parce que votre avenir, c'est vous qui le construirez tout au long des postes que vous occuperez. Et même si vous allez dans une entreprise qui finit par mettre la clé sous la porte, ça arrive tous les jours, eh bien je dirais vous aurez accumulé une expérience qui sera valorisable si vous prenez le soin, effectivement, de concevoir chaque poste que vous occupez comme une occasion d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, donc ça je voulais vous le dire, c'est super important. Et au passage, d'ailleurs, la garantie de l'emploi n'est pas plus assurée dans les grands groupes que dans les PME, PMI ou les start-up. Hein, vous avez qu'à regarder la presse, vous verrez que tous les jours, les grands groupes annoncent des plans de sauvegarde de l'emploi, alors pas toujours les mêmes. Hein. Donc il y a aujourd'hui, il faut bien vous convaincre que ce qui est important, c'est de maintenir votre employabilité et d'accumuler des compétences qui maintiendront votre employabilité sur le marché du travail. Alors moi, je vais vous parler du numérique. Alors, je vais vous en parler en tant que directeur d'une grande école d'ingénieurs. Bon, il se trouve que Télécom ParisTech est la première grande école française d'ingénieurs du numérique, mais je vais essayer de ne pas vous parler que de mon école, parce que j'ai la chance de parler au nom de l'association Pascaline, qui regroupe plus de 80, on va dire 85 établissements d'enseignement supérieur qui délivrent des diplômes Bac+5 dans le domaine technique du numérique. Alors, tout de suite, j'évacue assez vite, parce que j'en parlerai très très peu, les métiers non techniques dans les entreprises du numérique. Il y en a, hein, beaucoup. Il y en a dans le marketing, dans la communication. Vous avez vu que la demoiselle qui est en charge du recrutement chez Blablacar, elle a fait Sciences Po Lille. Voilà, donc je dirais le numérique, c'est pas uniquement que des métiers techniques. Néanmoins, moi, je vais parler des métiers techniques du numérique, et notamment des métiers Bac+5, sachant qu'il y a également des métiers à des niveaux de qualification plus faibles, BTS, DUT ou licence. Alors voilà, donc je vais commencer comme ça. Vous avez là trois photos, enfin 3 images plutôt, qui représentent 3 objets du quotidien: une voiture en haut à droite, un téléphone en bas à gauche et une montre en bas à droite, pardon, et une montre en bas à gauche. Et à l'intérieur, vous avez des objets qui étaient et eux aussi des véhicules, des téléphones, des montres, mais il y a alors le téléphone, vos grands-parents ont connu, peut-être même vos parents ont connu le téléphone comme ça. Et mon propos, c'est de dire le numérique a rendu les objets plus intelligent, à augmenter l'utilité des objets. Un téléphone, aujourd'hui, qui utilise son téléphone pour téléphoner? Ah, quand même. Bon, d'accord. Donc je pensais, parce que quand je vois ma fille, qui a à peu près votre âge, qui décroche jamais quand je l'appelle, j'étais persuadé que vous n'utilisiez plus votre téléphone que pour aller sur Facebook ou pour vous envoyer des messages. Mais le téléphone d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le téléphone d'hier. Ce téléphone vous permet de faire beaucoup plus de choses. La voiture d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec je dirais la voiture que vous voyez dans de petites incrustations, ou la montgolfière, le véhicule d'aujourd'hui. Et la montre, vous avez une montre à gousset, alors là, il faut remonter à vos arrière-grands-parents probablement, et vous avez aujourd'hui une montre connectée qui vous permet non seulement évidemment de vous donner l'heure, mais qui va vous permettre également de mesurer votre pouls et de vous donner quelques informations sur votre état de santé sans parler du fait qu'elle peut vous permettre de communiquer. Donc le numérique augmente chaque objet de la vie courante,
et grâce à des ingénieurs du numérique. C'est des gens qui vont maîtriser les mathématiques, l'informatique, la physique. Alors oui, si vous me posez la question de savoir pourquoi il faut faire des maths, pourquoi il faut faire de l'informatique, pourquoi il faut faire de la physique, c'est parce que c'est important, en particulier pour comprendre le monde qui nous entoure, et puis pour, je dirais, développer ces nouveaux outils du quotidien qui nous sont effectivement très très utiles. Et puis également les sciences économiques et sociales. Il faut comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui pour comprendre le numérique. Donc vous avez des cours de sciences économiques et sociales. C'est important de comprendre comment Blablacar, quelqu'un a posé la question, je ne sais plus qui, la question du business model de Blablacar. C'est important de savoir finalement ces sociétés, comment se rémunèrent-elles, comment Blablacar finalement vient concurrencer la SNCF. C'est important de comprendre ça si on veut être effectivement un ingénieur du numérique. Alors, je suis rentré par les objets parce que cela vous les côtoyez tous les jours, mais en fait ces objets, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Qui a déjà essayé d'utiliser un smartphone quand il n'y a pas de réseau? Voilà, oui. Vous avez pu constater que quand il n'y a pas de réseau, vous ne faites pas grand-chose avec un smartphone. Hein. Vous ne faites plus grand-chose, alors d'autant plus que vous ne téléchargez même plus de musique sur vos smartphones, vous les écoutez en streaming. Donc le réseau est absolument fondamental. Et en fait, l'objet n'est que la partie visible d'un iceberg, c'est la partie terminale. Mais si l'objet est intelligent, c'est parce qu'il est communicant, c'est-à-dire qu'il est connecté. Il est connecté à un réseau, donc ce réseau, ça peut être du réseau mobile, la 3G, la 4G, ça peut être un réseau Wi-Fi, ça peut être un Bluetooth avec la voiture. Donc les objets ne sont intelligents, les objets ne sont numériques que parce qu'ils sont connectés à des réseaux. Et ces réseaux eux-mêmes sont connectés à des machines informatiques, on appelle ça des routeurs, des serveurs. Alors les routeurs, c'est un peu des aiguillages, les serveurs, c'est plutôt des bibliothèques, on va dire, c'est des machines informatiques qui effectivement contiennent de l'information. Et puis, ces machines sont même connectées entre elles par des objets que vous voyez encore moins, des satellites de télécommunications qui gravitent pas d'ailleurs parce qu'ils sont géostationnaires, donc ils tournent autour de la Terre mais à la même vitesse que la Terre, ce qui fait qu'ils restent toujours au-dessus du même point. Et puis des liaisons optiques, l'océan Atlantique regorge de câbles en fibre optique qui véhiculent un nombre de données sans cesse croissant. Et puis vous avez dans les serveurs, vous avez des applications informatiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si important d'apprendre à programmer, puisque vous avez des applications informatiques, donc des programmes qui traitent ces données. Et puis les programmes les plus intelligents aujourd'hui, ça s'appelle des intelligences artificielles. C'est-à-dire c'est des gens qui vont, des programmes qui vont pas seulement répondre aux questions auxquelles on leur a appris à répondre, ou qui vont dérouler des règles, c'est des programmes qui vont apprendre. Hein, c'est-à-dire qu'à partir des informations qu'on va leur donner, à partir des réponses qu'on va leur faire, ils vont petit à petit apprendre à mieux répondre aux questions qu'on peut leur poser. Et ça s'appelle des intelligences artificielles. Et ces intelligences artificielles se déploient de plus en plus dans tous les secteurs d'activité. Et tout ça, pour faire fonctionner tout ça, cette partie immergée de l'iceberg, il faut aussi des ingénieurs du numérique, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent ces grands domaines scientifiques que sont les mathématiques, l'informatique, la physique et les sciences économiques et sociales. Donc mon propos, c'est de dire le numérique change le monde. Alors les anglo-saxons disent même quelque chose de plus brutal, ils disent code. Qui sait ce que veut dire code? Code, alors effectivement, mais en français on devrait dire la programmation en fait. Hein, la programmation, ils disent code eats the world. Donc c'est-à-dire la programmation mange le monde. Le programme informatique mange le monde. C'est-à-dire le numérique transforme le monde. Je préfère quand même transformer le monde que le manger. Donc le numérique change le monde. Il change l'économie. On a parlé Blablacar tout à l'heure, mais vous avez Uber, Hitch, ces services, ces plateformes de VTC, donc de véhicules de transport de particuliers qui viennent concurrencer les taxis. Le numérique est stratégique pour les États. Il y a eu une question tout à l'heure sur la protection des données, sur la gestion des données. Vous avez tous peut-être entendu parler des attaques dont peuvent faire l'objet des grandes sociétés informatiques ou des États, d'ailleurs. Hein. Vous savez, un épisode assez célèbre, c'est celui par lequel on suppose que l'État américain et l'État israélien ont envoyé un virus sur les programmes informatiques des machines qui faisaient le traitement de l'uranium des usines d'enrichissement d'uranium de l'Iran pour compromettre le programme de fabrication d'une bombe atomique par l'Iran, par exemple. Hein. Donc c'est des choses qui existent dans la vraie vie. Encore une fois, on ne sait pas tout. Hein. On sait aussi que dans certaines attaques, cyberattaques, il y a la main de certains États. L'armée américaine, d'ailleurs, dispose d'une nouvelle arme. Vous savez, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Eh bien aujourd'hui, il y a la cyberarmée. C'est une armée à part entière aujourd'hui dans l'armée américaine parce que effectivement, la guerre se fait aussi sur le numérique.
Le numérique, alors ça c'est pas très positif là, je vous fais un peu peur en vous parlant de la cybersécurité, des cyberattaques. Dieu merci, le numérique sert aussi à changer le monde en mieux, et notamment la santé aujourd'hui bénéficie et bénéficiera encore plus du numérique qu'hier. J'ai parlé des bracelets connectés, le monitoring. Moi, ma mère a un pacemaker, c'est tout simple, mais très régulièrement elle va chez le médecin et on télécharge, enfin on download comme on dit, on charge les données de son pacemaker d'une fois sur l'autre pour voir s'il y a eu effectivement des battements de cœur qui ont sauté, de l'arythmie, et ça permet effectivement d'ajuster le traitement. Ça c'est un exemple déjà assez ancien, mais on va faire évidemment beaucoup plus avec le numérique. On va faire ici de la robotique, on va faire on va développer des dispositifs qui vont permettre d'assister les personnes handicapées. Et puis l'agriculture aujourd'hui ça paraît pas l'agriculture, pourtant cultiver des choux et des carottes, bah oui, mais pour savoir quel est le meilleur moment pour arroser un champ, eh bien on utilise effectivement des choses aussi numériques que l'imagerie satellitaire qui va permettre de détecter à quel moment un champ doit être effectivement récolté, une récolte doit être levée, à quel moment il faut arroser un champ. Alors j'ai parlé de la santé, mais tous les domaines sont transformés par le numérique. Les transports sont transformés par le numérique. Donc on parle beaucoup de la voiture autonome, du véhicule autonome. Donc la presse en fait beaucoup l'état. On a parlé beaucoup de la Google Car, mais vous savez que toutes les entreprises françaises de constructeurs automobiles ont des projets de véhicules autonomes. On peut parler évidemment de l'ergonomie du poste de conduite. Les capteurs peuvent permettre, une gestion optimisée des feux de circulation peut permettre de fluidifier le trafic, par exemple. La santé, j'en ai parlé. Le commerce, évidemment, tout le monde parmi vous utilise des plateformes de commerce électronique, que ce soit soit du commerce collaboratif, Le Bon Coin, soit Amazon. J'imagine que vous êtes tous clients, peu ou prou, vos parents, de ces plateformes. Donc ça modifie vraiment complètement tous les pans de l'activité humaine, et a priori pour le mieux. Et donc nos écoles, les écoles de Pascaline, forment des ingénieurs du numérique pour relever les défis du XXIe siècle grâce au numérique. Alors je ne fais pas de ce qu'on appelle le solutionnisme. Alors c'est un néologisme que je vais vous apprendre pour ceux qui connaissent le mot solutionnisme. Voilà. Ah oui, il y en a un quand même. Solutionnisme, je pense que c'est un néologisme. Je ne sais pas s'il y a des profs de français parmi vous, mais en tout état de cause, c'est la posture qui consiste à considérer que, en gros, le numérique va résoudre tous les problèmes du monde. Non, le numérique ne résoudra pas tous les problèmes de la Terre. Ça, c'est très américain. Les Américains disent, les claims, les revendications des grandes entreprises du numérique américaines, c'est de dire, nous, on va rendre le monde meilleur, on va résoudre tous les problèmes, la faim dans le monde, l'alimentation en eau potable, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources fossiles, etc., les guerres, Non, le numérique ne résoudra pas tous les problèmes, mais le numérique peut aider à résoudre ces problèmes-là. Le numérique, c'est à la fois positif, mais ça peut être aussi négatif. Il faut savoir bien s'en servir. On a parlé tout à l'heure des questions de sécurité. À haute dose, le numérique crée des addictions. Vous le savez. Passer des heures et des heures sur Facebook, faire 3 choses à la fois, ça n'est pas forcément favorable à la concentration. Donc le numérique n'est pas bon. C'est comme toujours, il faut savoir consommer avec modération. C'est comme l'alcool. Mais ceci étant, donc pas de solutionnisme, c'est-à-dire pas croire que le numérique va résoudre tous les problèmes de la Terre, mais le numérique peut aider quand même à répondre à un certain nombre de ces enjeux du XXIe siècle que j'ai cités tout à l'heure. J'ai pris là quelques exemples alors là je parle de Bac+5, ingénieur, diplômés d'école d'ingénieur du numérique. Voilà des exemples d'entreprises dans lesquelles travaillent des diplômés de mon école, ceux qui sont sortis l'année dernière. Donc à la fois vous verrez les marques de ces entreprises, donc Uber, des entreprises évidemment numériques, Uber, une entreprise comme Google ou Apple, mais des entreprises qui ne sont pas numériques. Un constructeur automobile, une banque, Airbus fabrique des avions, une banque elle vend des services bancaires, un constructeur automobile vend l'automobile, mais il y a des ingénieurs du numérique partout. Donc ce qui est intéressant dans les carrières qu'on vous propose, celles que vous proposent ces écoles d'ingénieurs du numérique, et plus généralement les métiers techniques du numérique, les métiers de développeurs, tout à l'heure quelqu'un posait la question, c'est que comme le numérique est partout, tout le monde a besoin de diplômés dans le domaine du numérique, de l'informatique, de gens qui aient des profils techniques dans le domaine du numérique, parce qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas aujourd'hui besoin de développeurs, qui n'a pas besoin d'ingénieurs du numérique, parce que le numérique est partout. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la valeur d'une voiture, 40% de sa valeur, c'est son électronique embarquée. Une voiture, c'est 250 microprocesseurs, par exemple, dans une voiture moderne aujourd'hui. Voilà. Donc il faut faire fonctionner cette informatique, il faut connecter l'informatique en réseau dans la voiture, il faut capter des données, il faut connecter la voiture
à des réseaux mobiles. Et donc pour tout ça, il faut des ingénieurs du numérique. Ça, c'est un petit camembert qui a été mangé par le milieu, qui donne les débouchés de l'année dernière des diplômés de mon école et qui vous montre un peu la diversité des métiers et des secteurs d'activité dans lesquels travaillent les ingénieurs du numérique. Alors ça, c'est la statistique pour mon école, mais je pense que ce n'est pas très différent pour les autres écoles d'ingénieurs du numérique. Vous voyez qu'évidemment, les activités informatiques, 18%, et c'est une part importante. Les sociétés de l'Internet, Google, Apple, Facebook, ces sociétés, je mets dedans Blablacar, Uber, sont là, 20%, c'est quand même presque les premiers débouchés. Mais vous avez aussi le conseil, les études. Vous avez tous les secteurs d'activité qui utilisent le numérique, le transport, la santé, l'aéronautique, les activités financières et l'assurance qui sont des gros utilisateurs du numérique. Et puis, vous n'avez plus que 7% de débouchés dans les secteurs de télécommunications, bien qu'on s'appelle encore Télécom Paritech, mais les opérateurs, les Orange, les SFR, ou les sociétés qui fabriquent des équipements de télécom, Nokia, Huawei ou Cisco, ne représentent plus que 7% des débouchés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça vous ouvre une palette d'opportunités en termes de secteurs d'activité qui est absolument considérable si vous décidez de faire une formation technique dans le domaine du numérique. Les lieux de travail, à Télécom Paritech, c'est quand même 61% en Île-de-France, parce que l'Île-de-France concentre une grosse partie des ingénieurs français d'abord, et d'autre part, en particulier dans le domaine du numérique. Quand même 26% à l'étranger. Alors là, on triche un peu parce qu'on a beaucoup d'étrangers à l'école. Et en fait, sur les 26%, il y en a la moitié, à peu près 13%, qui sont des étrangers qui rentrent dans leur pays d'origine pour travailler. Et on a 13% de Français qui vont travailler à l'étranger. Et là, sans grande surprise, les ingénieurs numériques travaillent où à l'étranger? Oui? Aux États-Unis, effectivement. Donc, en fait, dans la Silicon Valley, donc à New York également. Également en Grande-Bretagne, notamment à Londres, où il y a également une activité importante dans le domaine du numérique. Et puis on en a effectivement qui travaillent en Chine, mais là ceux qui travaillent en Chine, c'est plutôt d'une part des Chinois qui rentrent chez eux travailler en Chine, puisqu'on a une grosse proportion d'ingénieurs chinois. Et puis nous avons également des diplômés qui travaillent dans des pays émergents comme le Brésil ou l'Inde. En bas à droite, vous avez les débouchés en termes de taille d'entreprise. Alors je voudrais insister sur ce camembert-là parce que ça me ramène à mon point initial, à la question qui était, mais finalement, qu'est-ce qui me dit que Blablacar existera toujours dans 20 ans? Je vous ai déjà répondu que rien ne vous le prouve. Je voulais simplement vous montrer que l'année dernière, seuls 36% des diplômés de mon école sont allés dans des grands groupes. La réalité aujourd'hui de l'entreprise française et encore plus dans le monde du numérique, c'est que les débouchés sont dans des PME-PMI, des entreprises de taille intermédiaire, c'est des entreprises de 250 à 5000 salariés, et puis des très petites entreprises, donc des startups. Alors je pense que Blablacar doit être dans la catégorie, je ne sais pas combien ils sont de salariés, Blablacar, peut-être ETI, ils doivent être à la limite PME-PMI ou ETI, ils doivent avoir quand même plusieurs centaines de salariés. Combien? 500 500, voilà. Donc c'est une ETI, ce qu'on appellerait une ETI, Blablacar. Et donc c'est tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous aspirez assez naturellement, parce que vos parents aussi aspirent à ce que vous rentriez dans un grand groupe, parce qu'ils ont peut-être le sentiment que le grand groupe va vous proposer une carrière, va vous proposer une sécurité de l'emploi, etc. La réalité aujourd'hui, c'est que ce sont les PME, PMI, les ETI qui recrutent, et vous aurez effectivement la possibilité de vous développer vos compétences dans ces grands groupes. J'ai presque fini. Ce qui nous laissera un peu de temps pour les questions. Alors, je vous rassure, j'ai aménagé mon agenda, j'ai jusqu'à 10h15, donc ça nous laissera un peu de temps pour les questions. Ça, c'est un exemple de Télécom Paritech, c'est que quand vous ferez une formation d'ingénieur du numérique, vous pourrez, enfin, quelque part, vous aurez la chance de pouvoir participer à des projets qui vous permettront de matérialiser la façon dont vous allez utiliser les savoirs qu'on vous aura finalement transférés, que vous aurez acquis pendant toute votre scolarité, notamment dans le secondaire, mais aussi au début de votre scolarité dans le supérieur, parce que un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui mobilise ses connaissances scientifiques pour faire des choses. Et un bon ingénieur du numérique, c'est quelqu'un qui mobilise ses connaissances scientifiques pour faire des objets que j'ai appelés des objets intelligents, des objets augmentés, des objets connectés. Et donc toutes nos écoles d'ingénieurs du numérique utilisent ce qu'on appelle la pédagogie par projet.
pour former des ingénieurs. C'est-à-dire que vous ne serez plus autant que vous l'êtes ici, mais ici c'est normal, vous ne serez plus autant que vous l'êtes ici, dans une relation, je dirais, prof-élève avec le prof sur l'estrade, comme moi aujourd'hui, vous dans la salle à prendre des notes. C'est important, c'est nécessaire pour vous permettre d'acquérir les connaissances de base, mais après, quand vous êtes en école d'ingénieur, en fait, on va vous aider à mobiliser toutes ces connaissances en vous mettant en action. C'est-à-dire en vous mettant les pieds à l'étrier, les mains dans la glaise, et on vous demande de fabriquer, en vous challengeant sur la fabrication d'équipements connectés. Donc là, vous avez un exemple d'un groupe d'élèves qui a développé pendant la scolarité, et maintenant c'est une start-up qui commercialise, un dispositif de rechargement de téléphone portable. C'est une plaque, vous la voyez en bas, c'est une plaque où l'on peut, en posant son téléphone portable sur la plaque, on peut le recharger sans avoir besoin de brancher effectivement un cordon. Donc voilà, ça c'est une start-up aujourd'hui qui existe, qui vit, elle ne gagne pas encore d'argent, mais dont l'idée a été développée par des élèves pendant la scolarité à Télécom Paris Tech. Dernier slide. Vous connaissez tous Amazon, Facebook, Uber, Airbnb, Expedia, Google. Eh bien, écoutez, tous ces gens-là, ils ont fait une formation d'ingénieur du numérique. Ils ont soit une licence, soit un diplôme d'ingénieur dans le domaine de ce qu'on appelle l'electrical engineering ou l'informatique. Donc, on a mis là Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Et le dernier en bas, il s'appelle Jean-Luc Vaillant. Il est français. Il est cofondateur de LinkedIn. Qui connaît LinkedIn ? Bien, très bien. Parfait, parce que parfois vous connaissez mieux Facebook que LinkedIn. Alors j'ai l'habitude de dire LinkedIn c'est le Facebook des grands, voilà. Et donc LinkedIn, fondé il y a à peu près une quinzaine d'années par un groupe de quatre personnes basées aux États-Unis. L'un des quatre, il s'appelle Jean-Luc Vaillant et c'est un diplômé de mon école. Donc c'est pour vous dire qu'en faisant, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, en faisant une formation d'ingénieur du numérique, un jour vous serez peut-être aussi célèbre et peut-être même aussi riche que tous ces gens-là. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Poilane. Alors, avant que vous ne partiez, donc il y aura peut-être une ou deux questions dans la salle. Moi j'ai juste... c'est vrai que, comme je ne suis pas très bien, j'aurais bien besoin d'une montre connectée pour voir mon état de santé, parce que là, franchement, ça ne va pas. Et j'ai un souvenir particulier, c'est que j'ai une petite fille qui a 3 ans. Et cette petite fille qui a 3 ans, un jour, il y a sa grand-mère qui lui dit « Va me chercher le téléphone ». Et la petite, elle a dit « Pas téléphone, iPhone, mamou. iPhone ». Voilà. Donc, en fait, effectivement, elle ne savait pas ce que c'était qu'un téléphone, parce que le téléphone, ça n'existe pas. Pour elle, c'était quelque chose d'absolument qui n'existait pas. Alors, 2 choses quand même. Au niveau de ce que vous avez dit, il y a, d'une part, vous avez dit que la réalité, quelque part, des métiers, des opportunités d'emploi étaient plutôt dans des PME, PMI. Or, tout à l'heure, vous avez montré quand même un magnifique slide avec Google, PSA, Airbus, etc. Alors donc, a priori, c'est pas vraiment des PME, PMI, c'est plutôt des grands groupes. Et puis alors, j'ai quand même une question qui peut-être intéressera les élèves directement. C'est que finalement, si on n'est pas un crack en maths physique, on peut aller dans votre école ou pas? Parce que il me semble quand même que c'est un peu dommage. On peut avoir effectivement tout à l'heure des opportunités pour des gens qui ne sont pas spécialement des brillants en maths physique. Et chez vous, j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça. Voilà. Après, on pose les questions dans la salle. Non, alors plusieurs choses. D'abord, j'ai dit en entrée que le numérique, ce ne sont pas que des métiers techniques. Premièrement, il se trouve simplement que l'association Pascaline, invitée ici, étant promotrice des métiers d'ingénieur du numérique, on s'est attaché aux métiers techniques. Donc, pas grave, vous avez vu la demoiselle, je le répète, elle a fait Sciences Po. Je ne pense pas que c'était une forte en maths, donc n'hésitez pas. Si vous voulez ingénieur en informatique, elle est peut-être pas complètement nulle non plus. Oui, non, mais donc mon propos, c'est de dire, effectivement, il y a des métiers du numérique qui ne nécessitent pas d'avoir des compétences scientifiques et techniques, encore une fois, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du marketing, etc. Ce n'était pas mon sujet ce matin, vous m'excuserez, il faut inviter mes collègues d'HEC ou de Sciences Po pour vous parler des métiers du numérique qui ne sont pas des métiers d'ingénieur. Ensuite, il y a 85 établissements d'enseignement supérieur adhérents à Pascaline et nous offrons toute une palette de formations. Ça commence par des BTS ou des DUT en informatique, en réseau télécom. Donc oui, effectivement, il faut quand même aimer un petit peu, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'être fort en thème ou fort en maths, mais il faut quand même un peu aimer, je suis désolé de le dire, les mathématiques, la physique. C'est quand même important. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on n'aimerait pas. Voilà. Parce qu'effectivement, pour ces métiers-là, en tout cas, il faut quand même aimer un peu ces disciplines-là.
l'informatique en particulier. Alors, l'informatique est un sujet intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent l'informatique qui sont mauvais en classe. Alors ça, je pense que ça interpelle d'ailleurs plus l'éducation nationale que l'informatique. Et il y a d'ailleurs des tas d'écoles qui récupèrent ou qui reprennent ce qu'on appelle des décrocheurs, c'est-à-dire des exclus du système d'éducation, pour leur proposer de devenir développeurs informatiques. Donc si vous adorez l'informatique, vous avez horreur des maths, il y a un avenir dans le numérique. Voilà. Ça c'est important. Et si vous pensez que vous ne vous sentez pas capable, et je peux le comprendre, d'aller jusqu'à Bac plus 5, il y a des formations dès le Bac plus 2, dès le Bac plus 3. Il y a toute une palette de formations techniques. J'ai cité les DUT, BTS, ça s'appelle génie électronique informatique, ça s'appelle réseau et télécom, ça s'appelle mesure physique. Ce sont des DUT qui sont aujourd'hui des DUT qui forment à des métiers du numérique. Voilà. Donc en gros, on va dire ça comme ça. Il y a les métiers du numérique où finalement vous pouvez être technique ou pas technique. Et dans les métiers techniques, il y a un peu toute la palette des offres depuis du Bac plus 2 jusqu'à du Bac plus 5. Et dans le Bac plus 5, vous n'avez pas de chance, vous avez en face de vous effectivement le directeur de la plus grande école du numérique en France. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire Télécom ParisTech, j'entends bien. Mais Dieu merci, il y a un monde en dehors de Télécom ParisTech. Et donc je vous rassure, il y a effectivement des opportunités importantes. Et tout ce que j'ai dit sur la place du numérique dans le monde aujourd'hui, j'espère, vous a convaincu que même si on n'est pas un fort en maths ou en physique, ou en informatique, on peut s'éclater dans le numérique. Alors, une question ou deux dans la salle. Allez-y, il y a des micros à votre disposition. Les élèves de Bac Pro Arcu vous passeront les micros. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous recrutez en post-bac, en prépa intégrée dans votre école? Alors oui, dans les écoles de Pascaline, un nombre important recrute en post-bac. Alors, je dirais facilement la moitié, probablement même les 2/3, recrutent en post-bac. Vous avez, d'ailleurs pas très loin d'ici, vous avez des écoles qui sont assez connues dans le domaine du développement informatique, qui s'appellent l'EPITA ou l'EPITech, puisqu'elles sont portes d'Italie, qui effectivement recrutent en post-bac. Et vous avez un nombre assez important d'écoles d'ingénieurs du numérique qui recrutent en post-bac. Vous avez des formations universitaires, j'ai parlé des DUT, qui sont aussi des formations post-bac. Donc oui, là aussi c'est intéressant. J'aurais dû le dire, je ne l'ai pas dit, il n'y a pas forcément besoin de faire une classe prépa aux grandes écoles pour pouvoir faire une formation même d'ingénieur du numérique. Il y a une très très grande diversité de modalités d'entrée et d'accès. La question était peut-être pour vous, spécialement pour votre Alors, école pour ingénieur. Télécom ParisTech, la réponse elle est nous ne recrutons pas en post-bac. Voilà. Non, mais je pense que c'était adressé à vous quand même. C'était pas adressé en général. C'était dans votre école, on ne recrute pas après bac. C'est important quand même. Voilà. Oui, c'est dommage parce que ça avait l'air d'intéresser le jeune homme, mais bon. Tant qu'à faire, si je peux répondre pour les 85 autres, c'est pas plus mal non plus. Vous savez, moi j'ai appris à répondre aux questions qu'on ne me pose pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Vous levez la main, on vous donne le micro. Oui, allez-y, bonjour. allez-y. Alors moi, je voudrais savoir s'il y aurait éventuellement des partenariats avec des grandes entreprises telles que Airbus ou Dassault Aviation pour le recrutement quand on sort de l'école. Alors, ça va me permettre d'abord de placer l'apprentissage et l'alternance, puisque toutes les écoles d'ingénieurs du numérique proposent des formations en alternance, et la plupart d'ailleurs des établissements qui proposent des formations dans l'enseignement supérieur du numérique, même des DUT, proposent des formations en alternance. Donc moi je ne peux faire que la publicité de l'alternance, où vous passez en gros une semaine en entreprise, une semaine dans l'établissement d'enseignement supérieur. Alors ça peut être des rythmes différents, mais ce qui permet d'être en relation avec le monde de l'entreprise assez tôt, d'être payé d'ailleurs au passage, et puis aussi de rompre un petit peu avec l'enseignement et de se retrouver dans des périodes d'alternance, c'est le cas de le dire, entre travailler dans l'entreprise, ça vous permet de voir les métiers réellement exercés. Après, toutes les écoles ont des partenariats avec les entreprises, avec les grandes entreprises. Vous avez cité Airbus, on a tous des partenariats avec ces entreprises, parce que la bonne nouvelle, c'est que le marché est très largement favorable aux élèves, c'est-à-dire et aux diplômés. Donc les entreprises font le siège de nos établissements pour nouer des partenariats qui leur permettent d'être visibles vis-à-vis des étudiants pour espérer les recruter à la fin de la scolarité. Est-ce que ça répond à votre question ? C'est une dernière question. Oui. Dernière question. Après, M. Poilane doit nous quitter. Il y a monsieur en bas. Alors, pardon, il y a le micro. Allez, il y en a deux là, deux questions. Ouais, c'est bon, il y en a une en haut. Vous faites des admissions en parallèle pour les BTS? Alors, pour les BTS, non, pour les DUT. On a, nous, alors, côté Télécom ParisTech. Alors après,
D'autres écoles, il y a des admissions en parallèle en BTS. Donc on a des admissions Bac+2. Après, ça dépend du type d'école. Les formations sont plus ou moins techniques. Et dans certaines écoles, on recrute au niveau DUT et pas BTS parce qu'on considère que la formation n'est pas assez technique pour nous. Mais il y a des écoles qui recrutent post-BTS. C'est des informations que vous devez pouvoir trouver sur... Enfin, je vais vous dire sur Internet, mais effectivement, ça existe en tout cas. Je ne sais pas si tu as des idées d'écoles, Christian ou Rémi. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a beaucoup. Voilà. Et sur le site Pascaline, toutes les écoles sont référencées. Vous allez aussi rencontrer des conseillers d'orientation qui vous donneront toutes les informations sur les écoles d'ingénieurs, parce qu'il y a des dossiers très complets là-dessus. Une dernière question, allez-y. Bonjour, combien ça coûte pour entrer dans votre école ? Alors pour rentrer, ça coûte pas grand-chose. Après, pour rester, c'est ça qui coûte un peu. Ça coûte 2 700 € par an. Donc, ce qui va me permettre de répondre pas seulement à votre question, mais de répondre plus généralement à la question des frais de scolarité dans les écoles. Hein. Bon, d'abord, toutes les écoles ont un système de bourse. C'est-à-dire que si vous êtes boursier de l'éducation nationale, vous êtes boursier dans l'établissement en règle générale et vous êtes au minimum dispensé de frais de scolarité, voire même vous avez des bourses d'aide à la subsistance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans le paysage des grandes écoles et des écoles françaises du numérique, vous avez toute la palette des frais de scolarité. Vous avez pour les moins coûteuses d'entre elles, qui sont publiques, ce qui est le cas aussi de la mienne, mais il y en a qui sont encore moins chères, où vous allez payer en gros 700-800 € par an de frais de scolarité si vous n'êtes pas boursier. Après, ça monte. Nous, on est à 2700. Aujourd'hui, les écoles privées du numérique, vous allez plutôt payer 7 000 € par an. Hein, je parlais tout à l'heure de l'EPITA ou de l'EPITEX, c'est de l'ordre de 7 ou 8 000 € par an. Voilà. Voilà en gros ce que coûte annuellement une formation de l'enseignement supérieur du numérique. Après, sur les DUT, très clairement, si vous faites un DUT, si vous faites une licence pro, si vous faites un master en université, là, ce sont les tarifs qui sont fixés par arrêté et c'est de l'ordre de 200 €, 300 € en université. De l'intérêt de l'alternance. Alors oui, effectivement, merci du rebond. Effectivement, il est clair que même si 2 700 €, ça n'est pas une somme considérable, il est clair que le fait de faire une formation en alternance permet du coup de financer ses études et même à la fin du mois d'avoir même de la marge pour pouvoir financer sa subsistance et ses extras. Bien, la dernière question, parce que vraiment... Toute dernière. Parce que monsieur s'en va dans 30 secondes. Donc, question courte, réponse courte. Allez-y. Que pensez-vous de l'école 42 ? J'en pense le plus grand bien. À savoir que, je l'ai un peu dit tout à l'heure, l'école 42 est un... On expliquera ce que c'est, mais là, alors, l'école 42 est une école qui a été fondée par Xavier Niel, que tout le monde connaît, probablement, donc fondateur de Free, et qui vise à former en 3 ans des développeurs informatiques, et notamment sans condition de diplôme à l'entrée, avec une sélection naturelle assez importante durant la scolarité, puisque donc il y a un taux d'échec, il y a un taux d'abandon qui n'est pas négligeable, l'idée étant de former en 3 ans des développeurs informatiques. C'est une formation qui est gratuite, et c'est une formation dont je pense le plus grand bien, parce qu'elle s'adresse en particulier à ce que j'ai appelé, moi, les décrocheurs, parce qu'il a ce qu'on appelle les décrocheurs du système éducatif français, c'est-à-dire des gens qui ont des talents, notamment celui de programmer, et que le système éducatif n'a pas su accompagner jusqu'au diplôme terminal de l'enseignement secondaire, qui est le baccalauréat. Et donc aujourd'hui, moi j'ai la chance de connaître un peu, fréquenter un peu Xavier Niel et d'avoir visité l'école 42. Le modèle pédagogique, c'est celui de l'EPITA et de l'EPITEC. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travaux individuels de programmation. Donc évidemment, là pour le coup, il faut aimer l'informatique. Hein, là, pour répondre à la remarque de tout à l'heure, il faut aimer l'informatique, il faut aimer programmer. Ah oui, là, c'est vraiment des pros. Hein. Les premières promotions commencent à sortir, sont sorties l'année dernière. Il va falloir voir sur le marché du travail comment ces gens-là sont appréciés par les employeurs. Mais en tout cas, je trouve que cette initiative financée sur des fonds privés, hein, c'est un individu qui, dans un geste, dans une forme de générosité, mais aussi par intérêt, parce qu'il sent bien qu'il y a mais c'est là où la générosité rencontre l'intérêt direct, parce qu'il recherchait des développeurs informatiques. Je trouve que c'est une très très belle initiative, parce que justement, elle vise à essayer de ramener dans le monde du travail des gens qui, aujourd'hui, étaient exclus du système éducatif. Voilà. Donc j'en pense le plus grand bien. Maintenant, il va falloir attendre un peu, d'avoir du recul pour voir comment... Parce que la sanction, entre guillemets, c'est le marché du travail qui dira est-ce que les développeurs 42 sont effectivement employables, bien employés. Et ça, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais pour tout le reste, je trouve que c'est une excellente initiative. Voilà. Bien, merci bien, monsieur Merci Poilane. Et donc,
On va poursuivre avec Madame Sandrine Joseph. Alors on va passer